Et quand tu as commencé la muscu, il y avait une volonté derrière ça ou c'était bon, bah, tu sais, je suis adolescent, j'ai envie d'être un peu plus balèze, je vais faire du street ou de la musculation histoire de prendre quelques kilos de muscles Ouais. ou vraiment c'était parce que c'était dans l'air du temps, j'imagine, c'était vraiment la mode en plus à cette époque-là. Bah, en fait, dis-toi, si tu veux que je fasse un petit peu mon déclic, Vas-y, je t'en prie. en fait, ça a été très brutal et très instantané. En fait, si tu veux, moi, j'ai une théorie, c'est que quand tu es adulte, tu compenses ce que tu n'as pas eu quand tu étais enfant. Et on va dire, j'ai eu une enfance relativement normale, à une exception près, c'était mes camarades de classe. Je ne sais pas pourquoi, ils ne m'aimaient pas. Moi, j'ai rien demandé à personne, hein, mais tu vois, je suis né dans le 93, grandi dans le 94. Et quand tu es un petit Asiatique un peu fébrile, qui n'a pas trop confiance en soi, ils te font remarquer direct. Moi, je me rappelle, à chaque fois, les récréations, c'était le Chinois, le Shintok, il fabrique des chaussures à l'usine, il va manger du chien, tout ça, tout ça. Ah, la violence. Ouais, vraiment, la vraiment. violence. Surtout, tu es en construction, tu es en recherche d'identité. Et le pire, je me rappelle, le pire, c'était un moment, en cours de PS, il y avait un mec, il prenait mes affaires de sport, il les foutait à la poubelle, il faisait vas-y, va chercher. Tu vois. Ah, c'était en mode humiliation. En mode humiliation. À 100%. Ah ouais, totalement. Et tu vois, moi, à l'époque, j'étais une brindille. Bah, t'as vu la photo. Et tu sais, tu peux rien faire. Parce que là, en plus, ils sont en groupe. Tu te dis, à tout moment, le mec, il me prend, il me fracasse en deux, je peux rien faire. Et vraiment, tu sais, j'avais cette rage en moi. Et limite, je commençais à y croire. Je me disais, en fait, je suis une victime. Et tu te le disais à toi-même, ça? Ah à ouais, cette carrément. époque-là. Et je commençais à l'accepter. Je me disais, bah, en fait, il y a des forts, il y a des faibles. Malheureusement, je suis du mauvais côté, je suis un faible. Si j'ai pas ce que je veux, c'est parce qu'on m'insulte. Si j'ai pas confiance en moi, c'est parce que j'ai pas les bonnes conditions. Et en fait, j'étais dans une position où j'étais plus confortable à pointer du doigt plutôt qu'à me remettre en question. Et mon électrochoc, ça a été en 2020 justement, il y a 4 ans, où on était dans l'année Covid. Confinement et tout. Ouais, confinement et tout, mais pas pour les raisons que tu crois. En fait, il y avait mes parents, ils s'étaient dit, bon, bah voilà, on va en profiter de cette période pour se barrer de la France et avoir des petites vacances en couple en Thaïlande. Ok. Et ils profitaient, etc. Et tu sais, en Thaïlande, je sais pas si t'as déjà allé, il y avait de la street food. Et parfois, il se peut que dans la street food, tu as de la viande qui est mal cuite. Et dans la viande mal cuite, il peut y avoir des parasites. Et c'est ce qui est arrivé à mon père. Donc il a mangé ça, il a chopé un parasite. Et son système immunitaire, en quelques jours, ça s'est super dégradé. À cause de la viande avariée, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça que tu peux trouver dans la street food en Asie. Et donc, les jours passent. Et puis là, à un moment, il tombe dans le coma, urgence directe. Sauf que, je te rappelle, c'est l'époque Covid. Les hôpitaux, ils sont saturés. Y a les patients, il y a des lits de partout. Et ils ne prennent pas les gens qui ne sont pas en Covid, ils ne les prennent pas en priorité. Et donc là, mon père, il n'a pas pu se faire hospitaliser en urgence. C'est horrible. Et quelques heures après, moi, je me rappelle, j'étais dans ma chambre étudiante. Ma mère, elle me passe un coup de fil. Et là, je l'entends au téléphone, elle pleure. Et elle me dit, ah, Cyril, une mauvaise nouvelle, ton père, il vient de partir. Et le tout en Thaïlande, comme ça, ouais, sans crier. Moi, j'étais en France dans ma chambre étudiante, j'étais en train de passer les concours en plus. Elle m'a dit, sache que ton père t'a toujours aimé, il a toujours été fier de toi, et maintenant, c'est toi le responsable de la famille. Et tu vois, quand elle m'a dit ça, déjà, c'est des mots forts. Ouais, moi, j'ai fondu en larmes. Et en fait, c'était ce mot responsable. Tu vois, ça a fait tilt. En une phrase, ma vie, elle a pris un 90 degrés. Et donc, c'est là où je me suis dit, vas-y, j'en ai marre d'être une victime. Je ne laisserai plus jamais personne me manquer de respect. Je ne laisserai plus jamais personne me marcher dessus. Et en fait, là, à ce moment-là où j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert tes vidéos, je me suis dit, ok, je regarde dans le miroir, je pèse 57 kilos, je suis une brindille, let's go faire une transformation physique, let's go appliquer les conseils de Nassim. Je me dis, pareil au niveau des relations, je manque de confiance en moi, let's go aborder des filles, let's go parler avec d'autres gens, let's go changer mon cercle social. Pareil pour les finances et le mindset, je me suis dit, let's go faire une chaîne YouTube pour parler de ma passion et la monétiser derrière. Et c'est ce que j'ai fait en parallèle de mes études. Et en 4 ans, j'ai jamais arrêté, chaque jour, toujours devenir une meilleure personne, toujours faire mieux
que hier. Et c'est là où je me suis dit, waouh! Là, j'ai regardé la photo ce matin de ma transformation physique avant-après. Je me suis dit, j'en ai fait. Qui est incroyable. Ouais, j'ai dit, j'en ai fait du chemin. Et j'ai même un mec en DM, il m'a dit, t'as tellement changé que t'as même changé au niveau de ta tête. Ce qui est vrai, hein. Ouais. Parce qu'on pourrait montrer la photo le avant-après, Ouais. et certaines personnes te diraient, mais c'est deux personnes différentes. Ouais. C'est deux personnes différentes. Et c'est comme ça que. Mais mec, t'es un guerrier. Ouais. Bah, on s'entoure des meilleurs. Mais t'es un guerrier. Et en fait, souvent dans le dev perso, les gens ils veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et moi je dis, avant de devenir la meilleure version, il faut d'abord tuer son ancienne version. Et c'est ce qui s'est passé pour toi? C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, j'en ai marre de tous mes défauts. Et là, je fais table rase. Nouvelle vie, nouvelle psychologie. Et je me suis dit, à quoi j'aimerais ressembler. Et let's go mettre en place les actions pour y arriver. Et ces questions-là, est-ce que tu te les posais quand tu étais adolescent? Par exemple, quand tu étais à l'école et que tu avais ce groupe d'étudiants ou d'élèves qui étaient un petit peu... qui te faisaient la misère, hein, pour dire ce qui est. Est-ce que tu te faisais ces remarques-là? Est-ce que tu te disais, je ne peux pas rester dans cette... Alors, pas du tout. En fait, c'était une accumulation petite. À chaque fois qu'on me faisait une remarque, c'était comme une petite piqûre à chaque fois. Mais le déclic n'était pas assez violent. Et en fait, t'accumules. Et c'est comme un ballon qui gonfle. Et après, c'est la petite aiguille, pam, qui fait le déclic. Mais quand j'étais adolescent, après, je jouais aux jeux vidéo, je regardais les animés. Ouais, voilà, j'ai quand même vécu. Mais non, en fait, quand t'es petit, t'es vraiment matrixé par ton entourage, ce que tu vois sur les réseaux, l'école, tout ça. Et tu prends pas du temps pour te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as gardé ton entourage de cette époque-là ou non? Plus personne. C'est comme si c'était une autre vie et que tu l'avais laissé derrière toi et on part sur de nouvelles bases. Je t'avoue que j'ai fait un filtre et 99% de mes anciens amis, avec qui j'étais proche en plus, je les ai écartés. Parce que, en réalité... Tu avais besoin de ça, de ce renouveau? J'avais besoin de ça. Et en réalité, si c'était vraiment des amis, ils n'auraient pas eu le comportement qu'ils ont eu. Ouais. Tu parles à l'époque ou tu parles... À l'époque, ouais. Ouais, bien sûr. À l'époque. Mais maintenant, si tu veux, les personnes avec qui je travaille aujourd'hui et qui m'aident à faire des vidéos, c'était des personnes qui m'ont soutenu quand j'étais petit. Et donc, ce qui est génial. Ouais. Bah, c'est même mon manager, tu vois, qui organise mon planning, etc. Bah, c'était un de mes meilleurs amis d'enfance. Ah, trop bien. Comme quoi, ceux qui devaient rester sont restés. Voilà, c'est ça. Et les autres, ils se sont écartés tout naturellement. Et comment t'as découvert le développement personnel? Est-ce que ça a été par des lectures, par des rencontres, par le contenu que tu consultais sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Est-ce que c'est des amis qui t'en ont parlé? Vers quoi tu t'es dirigé en premier lieu? Ouais, en fait, je voulais changer. C'était ça. Je voulais un meilleur physique, je voulais trouver la femme de mes rêves. Et je me suis dit... Donc on est bien d'accord que c'est changement physique, changement psychologique, changement de mode de vie. Ça. Tout doit changer. Tout doit changer. D'abord dans la tête. Et naturellement, je tombe des vidéos de musculation, de mindset, d'entrepreneuriat. Et je me dis, waouh, c'est trop bien tout ça. Et à l'époque, le développement personnel, comme ça s'appelle aujourd'hui, c'était plutôt mal vu. C'est-à-dire que c'était plutôt associé à la vente de formation, la spiritualité, le bullshit, etc. Et au final, après quelques années, je me suis fait à l'idée que en fait, ce que je fais, c'est du développement personnel, littéralement. Je développe ma personne. Après, il faut bien comprendre c'est quoi le développement personnel. Développer sa personne. Une personne, c'est quoi? C'est composé de 3 choses depuis l'Antiquité. Socrate, il disait, c'est le corps, situé au niveau des parties génitales, l'âme au niveau du cœur et l'esprit au niveau de la tête. Et tu as cet alignement entre corps, âme, esprit. Et donc, développer sa personne, le développement personnel, c'est juste développer son physique, sa personnalité, son intelligence. C'est tout. C'est une définition simple que tout le monde pourrait appliquer et qui se dévie un petit peu de toutes les définitions qu'on pourrait trouver et qui te font passer le développement personnel pour quelque chose de soit, tu vois, très matérialiste où tu vas essayer d'accumuler un maximum de richesses, etc. ou soit complètement ésotérique où il n'y a pas de questionnement sur le corps. C'est ça. En fait,
la plupart des gens, je peux les comprendre, hein. La plupart des gens, quand ils ont eu un contact avec le développement personnel, c'était toujours via du marketing ou via un dogme spirituel, où on essaye de leur imposer des choses comme si c'était la réalité. Comme si il suffisait de vibrer comme ça pour attirer de l'argent, les femmes, les bonnes choses. Ah, c'est plus compliqué que ça. Mais disons que je peux les comprendre. Mais si tu t'arrêtes à ce que tu vois de manière superficielle sur le développement personnel, c'est que tu n'as pas vraiment creusé la chose. C'est comme dans tout, hein, la musculation, pareil, de surface, il y a des gens, ils peuvent voir c'est juste la gonflette, tout dans les muscles, rien dans la tête. Alors que, en fait, non, c'est passer un certain stade, si tu veux, la musculation, c'est même philosophique. Et tu as eu cette vision-là dès le début du développement personnel ou non, c'est après quelques années où, de par tes lectures, etc., tu as pu te rendre compte que ce n'était pas la chose qu'on voulait nous vendre et qu'en réalité, ça pouvait être quelque chose de plus profond qui serait adapté à ton besoin de changement? Et super intéressante cette question. Mais en fait, j'avais déjà eu cette réflexion lors d'un de mes cours de maths, hyper chiant en prépa. Je regardais l'horloge comme ça, je me disais, c'est chiant. Et je me suis juste posé une question de qui je suis. Tu vois ? Et j'en ai déduit que je suis composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et je me suis dit, ah ok, on peut isoler les paramètres, exactement comme en maths, humain égale corps plus âme plus esprit, et tu améliores chacun de ces 3 paramètres. Et en fait, plus tard, en découvrant le développement personnel de manière approfondie, j'ai remarqué que mon intuition initiale a été en concordance avec les philosophes de l'époque. Et je me suis dit, les grands esprits se rencontrent. Là, tu as senti que c'était le signe. Ouais. C'est bon, je suis sur la bonne voie. C'est ça, exactement. Comment tu fais la différence entre âme et esprit ? L'esprit, c'est tout ce qui va toucher à l'intelligence. On dit qu'on a 7 formes d'intelligence. Donc, tu as l'intelligence spatiale, logico-mathématique, interpersonnelle, intrapersonnelle. Bref, tu en as d'autres. Et l'âme, c'est tout ce qui va toucher à ta personnalité. Et l'âme, tu la travailles via les relations, au contact des autres. Pareil pour la gestion des émotions, ça va toucher l'âme. Et je dis souvent que pour travailler son âme, il faut faire des rencontres. Il ne faut pas croiser des gens, il faut les rencontrer. Par exemple, si tu croises ta boulangère ou ton facteur, ça ne va pas changer ta vie, ça ne va pas changer ta personne. Tu les croises. Mais si tu fais une rencontre, par exemple Nassim Saïdi, que ce soit en réel ou en virtuel, et que ça débloque quelque chose en toi, alors ça, c'est une bonne rencontre. Et c'est ce qui permet de développer ton âme. Exactement. Et du coup, l'inverse, ne pas développer son âme, ce serait de rester renfermé sur soi-même. Rester dans le même cercle, se limiter aux mêmes personnes et ne pas aller provoquer les rencontres. Et dans une logique de développement personnel, ce ne serait pas une bonne idée? Non. Justement, quand tu te confortes dans ce que tu as déjà, c'est là où tu ne progresses pas. C'est comme une plante. Tu le mets dans le même environnement, d'ailleurs c'est une vraie expérience qui a été faite, tu le mets dans le même environnement, la même terre, la même eau, le même soleil, et elle stagne, elle ne bouge pas. Par contre, si tu lui fais subir des changements dans son environnement, donc le vent, le froid, le chaud, le froid, l'humidité, la sécheresse, c'est là qu'elle va grandir. Et le mieux, c'est si tu la mets en compétition avec d'autres plantes, là elle va essayer de pousser le plus haut possible pour choper la lumière. Plus que les autres plantes. Plus que les autres plantes, ouais. C'est incroyable. Donc c'est vraiment l'entourage et l'environnement. Est-ce que tu es à côté de brindilles ou est-ce que tu es à côté de grands chênes? Donc même constat pour l'être humain. Même constat. Et on peut même pousser la métaphore plus loin, qui est que l'enfance, pour moi, c'est une période très très importante dans la vie d'un individu, parce que si l'arbre pousse de travers, une fois adulte, une fois que le tronc il est consolidé, l'arbre de travers, c'est trop dur de le redresser. Alors que si dès le départ, tu mets, d'ailleurs c'est marrant les mots, hein, tu mets un tuteur pour faire en sorte que la plante pousse droit, là il est dans de bonnes conditions pour réussir plus tard dans sa vie. Et quand tu parles de tuteur, évidemment, on pense aux parents, forcément. Voilà. On pense aux mentors, on pense aux personnes qui... C'est tout ton environnement. En fait, on va dire, il y a une part de génétique dans le facteur réussi. Je dirais il est estimé à 20% et tu as un facteur environnemental. Et lui, il est à 80%. Et donc, voilà, la génétique, c'est ta graine. Si tu es une citrouille, tu es une citrouille. Si tu es un chêne, tu es un chêne. Mais après, derrière, ça va être tes conditions de croissance. Et tu considères que tes conditions de croissance, elles étaient comment pour le coup? Est-ce qu'elles ont fait de toi l'enfant que tu étais? C'est-à-dire qui ne s'entendait pas forcément avec ses camarades de classe,
qui était confronté à des humiliations incessantes. Est-ce que ton environnement, selon toi, il y a été pour quelque chose ou pour le coup, non, c'est ta génétique qui a expliqué un petit peu tout ça? On va dire, hormis les camarades de classe, j'ai quand même eu une belle enfance avec ma famille, des parents qui m'aiment, des bons frères et sœurs. Et en fait, disons que les camarades de classe, c'était le facteur perturbateur qui vient m'endurcir. Mais il ne faut pas trop de facteurs perturbateurs parce que sinon... c'est compliqué à surmonter. Ouais, si tu es né dans une mauvaise famille, en plus c'est les mauvais amis, en plus tu es avec une mauvaise partenaire, c'est trop dur. Est-ce que tu penses, pour en revenir à ton histoire perso, que ce déclic auquel tu as été confronté en 2020, si jamais il n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qui serait passé de Cyril? Est-ce que tu aurais eu le même cheminement? Est-ce que tu aurais fait les mêmes changements? Je pense c'est... On va dire, avec un si tu refais le monde, donc je ne pourrais pas forcément répondre à cette question, mais disons que j'aurais peut-être eu une carrière plus traditionnelle. En fait, moi, j'ai fait des études en ingénieur génie civil et j'aurais pu finir ingénieur dans un boulot plutôt classique. Je ne saurais pas trop te dire si je serais plus heureux, moins heureux, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie que j'ai actuellement, c'est une vie d'aventure et ça n'a rien à voir avec mon ancienne vie. C'est ta réalité actuelle, c'est celle-là la plus importante de toute façon. Moi, tu me poses beaucoup de questions, mais moi, j'aimerais bien te poser... c'est mon rôle, hein. Attends, tu crois quoi? J'aimerais bien te poser quelques petites questions aussi. D'ailleurs, ça s'appelle la questiologie, l'art de poser les bonnes questions pour inviter à la réflexion. Et toi, ça a été quoi ton action qui a eu le plus d'effets cumulés sur le long terme et pourquoi tu l'as entreprise? Le podcast part en vrille. Cyril a pris les commandes. On échange de siège ou pas? On peut, hein. Ça serait marrant, ça, d'ailleurs, pour un épisode de le faire, de changer de siège. Ah ouais? Bref. Ouais, pourquoi pas, hein. Alors, quel est l'événement qui a provoqué le plus d'effets cumulés? Ouais. Je pense que c'est probablement ma première séance de musculation. Ok. Parce que c'est là que tout a commencé, en gros. Et ma première séance de musculation, elle est arrivée un peu tard, à 18 ans. Et je pense que si je n'ai pas été confronté à cette première séance, qui a été difficile, qui a été presque traumatisante, toute proportion gardée, parce que ça reste une séance de muscu, bah, je pense que mon avenir, ou en tout cas ma vie, aurait été très très différente d'aujourd'hui. Ok. Et pourquoi tu as fait cette séance? C'est mon frère. Ok. Mon frère qui m'a traîné à la salle. Ok. Mais tu vois, je fais toujours... Bon, ça, je suis bien connu pour ça, hein, pour faire toujours le parallèle entre la muscu et la vie. Mais clairement, s'il n'y avait pas eu la musculation, je n'aurais pas développé la patience, la rigueur, la discipline, etc., qui me servent dans tout aujourd'hui, que ce soit dans le pro ou dans le perso d'ailleurs. Hein. Même peut-être que ça me sert plus dans le perso que dans le pro, avec mes relations avec mes amis, etc., ma famille. Donc, je pense que ce qui a le plus eu d'effets cumulés, c'est probablement ça. Ok. Trop stylé. Comme quoi, rien ne s'invente. Hein. Ouais, si je suis passionné de muscu, c'est... ouais, bah, il faut tous un déclic. C'est pour une raison. Hein. Mais tu vois, moi, par exemple, mon enfance, elle a été, comment dire, elle s'est très bien passée, en fait. Il n'y a jamais eu d'effet, il n'y a jamais eu d'événements qui étaient particulièrement Ok, toi, tu as eu marquants. Le bon tuteur, les bonnes conditions. J'ai eu le bon tuteur, les bonnes conditions, le bon environnement, la bonne génétique aussi, hein, faut dire ce qui est. Donc ouais, ça allait bien. Et s'il n'y avait pas eu, je pense, cette première séance de musculation, j'aurais continué sur la voie qui me passionnait à l'époque et qui me passionne encore toujours. Hein. C'était tout ce qui avait attrait à l'art et au cinéma. Oh, ok. Tu sais, j'ai fait des études d'art, j'ai fait des études de cinéma. Et toute mon adolescence, voire même toute mon enfance, je passais le plus clair de mon temps à faire des activités artistiques. Okay. Aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai dû commencer à 4 ou 5 ans à dessiner les cartes Dragon Ball Z que mon frère ramenait de l'école, tu vois. Ouais, je sais pas si tu as connu ça, toi, les cartes Dragon Ball Z. Moi, je regardais Dragon Ball Z, la série, mais pas les cartes. Et ben, tu vois, à l'époque où moi, j'avais 5 ans, donc c'était en 93, tu vois, à cette époque-là, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Donc, mon frère ramenait des cartes Dragon Ball Z qui gagnaient à l'école, avec des jeux, etc. Et moi, je les dessinais. C'était mon passe-temps. Donc, je dessinais ça. J'ai toujours passé mon enfance à dessiner. Donc, s'il n'y aurait pas eu la muscu, je pense que j'aurais continué sur ça. Okay, une petite carrière artistique. À quand le film sur ta chaîne? On ne sait pas, peut-être que ça arrivera un jour, mais je suis bien content que mon frère m'ait amené à la salle de muscu parce que ça a bien changé, tout le reste. Il fait quoi là, ton frère? Mon frère, il est toujours sportif, il a toujours été sportif et il travaille dans un truc qui n'a rien à voir, il travaille chez Apple, tu vois. Ok.
un boulot, un boulot super, mais qui est pas du tout dans le sport. C'est lui qui finance les appareils Apple. Exactement. Mais oui, on continue toujours à faire du sport ensemble. Donc trop top. cool. Ouais. Tu voyages sinon un petit peu ou pas? Parce que moi, je pense que le voyage, on n'en parle pas assez dans le monde du dev perso, mais ça permet de se développer énormément, de manière beaucoup plus rapidement qu'on pense. Mais alors, dis-moi en plus. Par rapport aux rencontres, tu veux dire, ou par rapport au fait que tu es confronté à d'autres cultures, parfois d'autres manières de réfléchir, parfois d'autres habitudes? Pourquoi tu penses que le voyage, c'est vraiment si bénéfique? Ouais, en fait, je pense dans le dev perso, tu as plusieurs étapes. Première étape, c'est contenu gratuit. Tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos un peu à gauche, à droite. Donc là, tu assimiles de la connaissance. Deuxième étape, après, tu peux acheter des livres, des formations pour aller un peu plus loin dans la connaissance de soi. Après, troisième étape, tu peux entreprendre pour voir de quoi tu es capable sur le marché, sur le terrain. Et quatrième étape, en fait, le voyage, et ça, celui-là, il est très sous-coté. Le voyage, il te permet de rencontrer, et ce que je disais tout à l'heure, rencontrer des personnes avec une autre mentalité, d'autres civilisations, d'autres modèles de business aussi, niveau entrepreneuriat. Et en fait, quand tu reviens chez toi, tu en ressors toujours grandi. Est-ce que tu penses que les voyages seraient plus importants que de travailler sur son propre corps? En fait, quelle serait la hiérarchie, tu vois, du développement personnel? Ah ouais. Est-ce qu'il y en a un qui doit précéder l'autre? Par exemple, le travail sur le corps avant le travail sur l'esprit, le travail sur l'esprit avant le travail sur l'âme? Ou est-ce qu'il faudrait essayer de faire les trois en même temps dans l'idéal? Dans l'idéal, c'est les trois en même temps. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Mais c'est vrai que, en fait, si tu commences par le corps, c'est une bonne base pour la suite. Et de manière globale, en fait, le développement personnel, c'est des fondations. D'ailleurs, j'ai travaillé sur des chantiers à une époque de ma vie aussi. Bon, on pourra en revenir plus tard. Dans le cadre de tes études Dans le cadre de mes études, ouais, j'étais sur les chantiers, j'avais des sacs de ciment, on faisait des fondations, il y avait de la boue partout. Excellent. Et après, le soir, je me changeais, et je mettais mon costard et j'allais réseauter un petit peu à Paris. C'était marrant, j'avais une double vie. Ouais. Et bref, tout ça pour dire que en fait, le dev perso, c'est des fondations, et la plupart des gens qui veulent construire des business, des projets ambitieux, donc à l'image du génie civil, c'est des gros bâtiments, mais niveau du dev perso, les fondations elles sont bancales. Ils procrastinent, ils ont encore des complexes, ils n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes, et ça fait que leur business, il est bancal, il va s'écrouler. Et en fait, les fondations, ce que j'ai appris, c'est que plus la tour elle est grande, plus il faut creuser profondément, et plus tu creuses profondément, plus c'est compliqué. Et quand tu consolides ce développement personnel, que ce soit via les voyages, les livres, la connaissance ou l'expérience, tu peux derrière bâtir des gros projets. Mais la base de la base, ça reste le dev perso, dont la musculation, dont les rencontres, dont l'apprentissage. Et quand tu parles de fondations qui doivent être de plus en plus profondes, si jamais tu veux bâtir une tour qui est énorme, quand tu dis de plus en plus profond, tu parles de choses qui se sont passées dans le passé justement, ou des questionnements sur lesquels tu devrais travailler, mais qui sont pas vitaux, forcément, tu vois. Pas forcément. Rester super simple, mais tel un grand maître, tu matraques les basiques encore et encore jusqu'à les perfectionner. Et en fait, les fondations, c'est juste, tu refais les choses basiques, style par exemple, quand tu es en musculation, tu revois les mouvements de base, mais tu les refais mieux, tu vois, à la perfection. Pareil pour les rencontres, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, mais ça reste des rencontres que tu fais au quotidien. Et pareil pour l'apprentissage, tu continues continuellement, tu continues à apprendre. Donc répéter les basiques. Qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas peur d'un homme qui a... C'est Bruce Lee. Il disait... C'est Bruce Lee qui a dit ça? Ouais, Bruce Lee. J'ai pas peur d'un homme qui donne une fois 10 000 coups, mais j'ai peur de l'homme qui donne 10 000 fois un coup. C'est exactement ça. Et c'est ça les fondations. Pas besoin d'aller chercher trop compliqué, d'aller chercher des méthodes à gauche, à droite et de changer de business à gauche, à droite. Il faut rester consistant sur les basiques. Mais sauf que c'est pas sexy et c'est pour ça que la plupart des gens n'y arrivent pas. Ah, c'est pas sexy du tout. C'est que c'est rébarbatif et au final... Dis-toi, ce que j'adore, il y a une courbe, c'est un mème, ça marche pour plein de choses dans la vie. C'est la courbe de QI en fonction de ce que font les plus bêtes et ce que font les plus intelligents et la masse au milieu. Et en fait, tu regardes que ce que font les plus bêtes et les plus intelligents, c'est la même chose.
Par exemple, les plus bêtes, c'est shut up and do the work. Au milieu, c'est je procrastine un peu, qu'est-ce que je vais faire demain ? Je me pose des questions. Ouais, je me pose des questions, voilà. Et à droite, c'est shut up and do the work. Pareil, au début, c'est je fais les basiques. Après, c'est je cherche des méthodes un peu compliquées, des nouvelles stratégies, etc. Et après, c'est je repasse sur les basiques, c'est ce qui marche de mieux. Mais c'est une super comparaison. Ouais. Hein. Et c'est vrai que c'est exactement comme ça que ça se passe. Ouais. Dans tous les cas de figure. Dans beaucoup de cas de figure. Ouais, on va pas non plus généraliser au maximum. Même pour les investissements, tu as Bitcoin, altcoin, Bitcoin. Ouais, pour beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est ça. Ce développement personnel, maintenant, il occupe une grosse part de ta vie. T'en as fait, je sais pas si on peut dire que tu en as fait ton métier, parce que c'est pas vraiment un métier en tant que tel. Ton métier, disons qu'il y a plusieurs facettes. Tu es entrepreneur, tu partages du contenu, tu essayes t'essayes de donner confiance aux gens. J'allais formuler comme ça, mais c'est peut-être pas la bonne formulation. Alors, quand je fais des vidéos sur YouTube et quand je choisis des thématiques, en fait, j'ai toujours une image en tête. C'était l'image de moi, il y a 4 ans, devant mon miroir. Et je me dis, c'est pour lui que je fais des vidéos, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans ma situation et qui ont besoin de ces conseils-là. Définitivement. Ouais. Et à chaque fois que je repartage un conseil, c'est toujours un conseil que j'ai moi-même appliqué, qui a moi-même marché. Et j'invite les gens à tester par eux-mêmes pour voir si ça marche. Exactement comme toi, c'est ça que j'aime bien. C'est que dans la niche du dev perso, on reconnaît ceux qui ont des dogmes et qui disent « faut faire ci, il faut faire ça, réveillez-vous à 5h30, prenez des douches froides, etc. » Ça marche. Et il y a d'autres qui disent « testez et vous verrez, fais et tu sauras ». Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est ce que tu privilégies. Voilà, c'est ce que je repartage. Et sinon, concernant mon métier, je dirais que j'ai 2 expertises. La première, c'est le développement personnel, bien sûr. Et la deuxième, c'est créer des vidéos. Tout simplement. Et voilà, moi, je me limite à ces 2 expertises qui sont déjà pas mal. Et après, j'essaye de faire quelque chose. Là, actuellement, j'ai monté une agence qui aide les entrepreneurs à créer du contenu. Sinon, sur ma chaîne principale, je vends des formations axées autour du développement personnel. Donc, il y a productivité, art oratoire, création de contenu et séduction. Et voilà, c'est bon, je me limite à 4 problèmes que j'ai moi-même rencontrés et que j'ai réussi à résoudre. Mais c'est tout. Je ne m'aventure pas plus loin et je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire et je ne vais pas m'aventurer sur des choses que je ne connais pas. Est-ce que tu te considères comme formateur dans un sens Plutôt pédagogue. Ok. Ouais. Pédagogue. Tu préfères cette distinction-là ? Ouais, parce qu'en fait, formateur, il faut être conscient du marché et de chaque mot, qu'est-ce qu'il représente. Formateur, ça n'a pas trop la cote. Alors que pédagogue, plus enseignant, ça j'aime beaucoup. Et ce que je vise, et c'est là où tu m'inspires beaucoup, c'est cette philosophie du culturisme, d'être aussi bien cultivé dans le corps que dans l'esprit. Et dans les relations aussi. Mais je suis très content que tu aies remarqué que j'utilise le terme culturisme, non seulement pour parler de mon corps, mais aussi pour parler de mon esprit. Ah, mais bien sûr. Pour moi, c'est vraiment. Mais ça, c'est la vraie définition en plus du culturisme. Je suis totalement d'accord. C'est pas juste cultiver son corps, c'est un ensemble. Passer à un certain stade, c'est même une philosophie. Je suis complètement d'accord avec ça. Du coup, physiquement, t'en es à combien de kilos de pris depuis ce déclic-là ? Parce que ton physique s'est complètement métamorphosé. Ouais. Alors, j'ai commencé à 57 précisément. Et là, je suis à 75. Donc, j'ai inversé les deux. Ah ouais, ça fantastique. fait plus 18 kilos. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Alors, avant, j'étais un bourrin. J'essayais 5 fois, voire 7 fois par semaine. Après, je me suis dit, là, je suis à un stade où j'essaye de faire des vidéos à côté en plus et j'ai besoin de temps et d'énergie. Et 3 fois par semaine, mais des bonnes séances, moi, ça me suffit bien. Et après, de temps en temps, un petit peu de cardio. Et comme ça, j'aime bien cette routine. Ce format-là, très bien. Hein, ça permettra de toute façon de provoquer des résultats et tu t'en sors très bien. Hein. Ouais, j'ai mon coach, lui c'est un fou, il y va tous les jours. Je lui fais, mais tu sais, t'as pas besoin d'y aller tous les jours. Nassim, il te dira mieux que moi. Mais Nassim, il y va tous les jours. Hein, donc, tu sais, en fait, quand t'aimes bien ça, c'est ça. C'est que tu sais très bien que tu pourras avoir autant avec moins, mais t'aimes bien y aller tous les jours. Donc ça fait partie aussi du jeu. Et il m'a dit, en fait, tu sais, je vais à la salle, c'est même plus un effort physique. Je dis, ah oui, c'est un effort quoi ? Il me dit, c'est un effort mental. C'est pour travailler ma discipline. Je fais, ah, intéressant. Et là, quand tu le vois comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est pertinent d'y aller tous les jours. C'est une bonne philosophie. Et il y a un proverbe anglais, j'aime bien, c'est how you do fitness is how you do business. Et en fait, la discipline que tu vas mettre dans ton sport, tu vas également la retrouver dans ton business. Et ça, je pense que, heureusement d'ailleurs,
de plus en plus de personnes s'en rendent compte et réalisent qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Avant, je dis ça, quand moi j'ai commencé la musculation, je trouvais toujours qu'il y avait une opposition entre les deux. Quelqu'un qui travaillait son corps ne pouvait pas travailler son esprit, et quelqu'un qui travaillait son esprit ne pouvait pas travailler son corps. Et c'était presque bizarre de se retrouver à dire « mais si, travailler mon corps m'aide à travailler mon esprit et vice-versa ouais. ». Et c'est pour ça que la définition de culturisme, en étant une activité qui permet de développer les deux, ou en tout cas de travailler les deux, c'est quelque chose qui me plaît et qui résonne, tu vois. Ouais, totalement. Toi, tu dirais, c'est quoi la différence entre le Nassim d'il y a 10 ans qui a commencé YouTube et le Nassim d'aujourd'hui par rapport à ta mentalité? Si t'as le plus gros changement que tu as fait en 10 ans. Alors, je t'avoue que, étant donné mon grand âge, que je vais avoir 37 ans bientôt, je pense que quand ce podcast sera publié, je devrais être près de mon anniversaire. Il y a 10 ans, en fait, j'avais déjà 27 ans. Donc, j'étais déjà plutôt mature, tu vois. Okay. Par contre, si tu prends quand j'ai commencé la musculation ou les premières années de muscu, c'est-à-dire entre mes 18 et mes 24 ans, effectivement, j'appréhendais pas les choses de la même façon. Il y avait déjà cette volonté primaire de développer son physique, clairement. J'allais à la muscu pour ça, pour avoir des gros muscles, alors que maintenant, c'est plus exactement la principale raison, parce que d'une part, je progresse plus, et d'autre part, on trouve d'autres plaisirs à la pratique de la musculation. En l'occurrence, la discipline, mais il y a aussi le perfectionnement. Tu sais, comme un artisan ou un sculpteur qui va essayer de perfectionner son art pour trouver la meilleure façon de faire la même tâche, eh ben moi, c'est un petit peu le même constat aujourd'hui avec la musculation. Ouais. Alors qu'il y a 15 ans, c'était pas exactement la même chose. Aujourd'hui, je cherche à perfectionner les micro-détails. Les micro-détails de la même façon qu'un artiste. J'aime bien les métaphores artistiques, parce que forcément, c'est ce que je faisais avant. Mais comme un artiste qui essaye de perfectionner au maximum. Ouais, t'as à la fois la pierre et le tailleur de pierre. Exactement. Ouais, t'avais une vidéo d'ailleurs, elle avait pété, elle était impressionnante. Sur Instagram, je crois, elle fait plus de 22 millions de vues. Où là, t'étais bien massif. Ah bah oui. Et après, d'un coup, t'as cut. Ça t'a pris combien de temps à cut comme ça? 6 mois, pile poil. 6 mois, pile poil. Mais après, les transformations comme ça marche toujours bien sur Insta. Sûr, ouais. J'ai bien fait en sorte de la prendre au même endroit, avec le même éclairage, etc. Mais ouais, 6 mois. Et pour en revenir à ce que je disais juste avant, c'est en ce sens que ma pratique, elle a changé. Évolué. Elle a évolué. Okay. Et attends, je pensais à une autre comparaison, à une autre métaphore, mais je l'ai perdue comme ça. Bon, c'est pas grave. Si je la retrouve, je te ressortirai ça. Et donc, aujourd'hui, tu en es à 600 000 abonnés sur Insta. Je sais pas combien sur YouTube, parce que pareil sur YouTube, avec le partage de conseils et de contenu plusieurs fois par semaine, littéralement. Après, je dirais, il y a une chose à regarder sur les réseaux sociaux, c'est la différence entre popularité et notoriété. C'est-à-dire explique-nous. C'est-à-dire que moi, sur les réseaux, je suis assez populaire, mais j'ai pas ta notoriété. Toi, ça fait 10 ans que tu es là. Les gens, ils sont super fans de toi, dont moi. Disons qu'en termes d'impact, il vaut mieux aller rechercher la notoriété. Moi, je me suis fait beaucoup connaître grâce à mes reels, mes shorts, etc. Et là, je suis en train de consolider justement cette partie notoriété avec YouTube. Parce que forcément, quand tu regardes quelqu'un et que tu passes 3, 4, 5 heures avec lui, tu as beaucoup plus d'attache que si tu restes 15 secondes avec lui. Absolument. Et c'est pour ça, il ne faut pas forcément trop regarder les abonnés, même si c'est un bon indicateur, mais il faut plutôt regarder l'espace commentaire. Tu regardes les commentaires et tu regardes à quel point les gens ils sont fans. Et tu regardes encore l'espace commentaire pour avoir les feedbacks un petit peu, ou non, tu préfères créer du contenu et puis ce sera reçu comme c'est reçu au final? Ah ouais, moi je regarde parce que ça permet d'avoir un indicateur sur qu'est-ce qui plaît à ma communauté, qu'est-ce qui plaît un peu moins. Ok, là j'ai dit ça, ça a fait réagir. Là j'ai dit ça, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé. Et en fait, tu prends en considération les feedbacks et en fonction de ça, tu réajustes tes prochaines vidéos. Donc tu fais tes petits réglages virtuellement en temps réel en fonction des retours que tu pourrais avoir. Ah, il faut, parce que je pense que si tu fais tout le temps la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Et l'idée aussi, dans une optique de croissance, moi j'ai envie d'aider comme toi un maximum de personnes, donc il faut regarder un petit peu c'est quoi leur problématique, qu'est-ce qu'ils aiment voir, comment tu peux le servir autrement, l'information. C'est très psychologique la création de contenu, mais j'aime bien. Bah oui, j'imagine, c'est ce que j'allais dire. Après, il faut s'entourer de personnes aussi qui t'aident.
qui analyse aussi ses résultats à ta place plus tard. Mais quand tu commences, ouais, il faut que tu regardes les stats. Qui analyse les résultats pour qu'ils aient le recul nécessaire que toi, tu ne pourrais pas forcément avoir Voilà, sur ton ton propre contenu. En fait, quand tu travailles en groupe, là, il y a 5 personnes qui travaillent avec moi pour faire les vidéos, et bah, tu as des paires de yeux différents. C'est-à-dire, toi, tu as ta perspective. Imagine, je prends un cylindre, je te le mets devant, tu vois un rectangle. Et moi, je prends le cylindre, je le mets sur le côté, je vois un cercle. Et en fait, qui a raison, qui a tort, on a tous les deux raison. Et c'est juste d'autres manières de voir les choses. Et à nous deux, on obtient la vérité. Est-ce que ça arrive parfois que les personnes qui bossent avec toi te disent « Non, ça c'est une mauvaise idée », mais que tu le fais quand même? Que tu es intimement convaincu que c'est un super contenu, un super sujet, une super problématique, que ton entourage n'est pas forcément d'accord, mais tu t'écoutes quand même et que tu ça dépend qui fait quoi et quels sont les rôles de chacun. Par exemple, si moi j'ai un stratège YouTube qui m'aide justement maintenant à analyser les résultats et trouver les bons sujets de vidéo, s'il me dit il faut faire ce sujet de vidéo, mais que moi je me dis t'es sûr ça va marcher et tout, en fait non, ça marche pas bien comme ça. Il faut avoir une confiance totale en dans les personnes que tu as recrutées. Et si passé un certain temps ça marche pas et qu'il n'apporte pas de résultats, c'est bête et méchant, si t'apportes pas de résultats, on arrête de travailler ensemble. Et un bon conseil qu'un ami à moi, entrepreneur, il m'avait donné, c'était prendre du temps pour recruter, parce que les recrutements c'est important, mais s'il faut virer, vire rapidement. Petit conseil business, il veut faire économiser de l'argent. Est-ce que c'est en fait, quelqu'un m'a dit exactement cette phrase il y a 2 semaines. Ah ouais? Exactement la même phrase. Fire fast. Fire fast, ouais. Mais sauf que c'est un peu désolé pour les sirènes qu'on entend. Ouais, pas de souci, c'est la ville. Hein. On est en plein centre-ville de Lyon, donc on fait pas de cut sur le podcast. Ouais, donc si on entend les ambulances à côté, désolé pour cette nuisance. Et pour pas que ça nous déconcentre trop. Non, t'inquiète, c'est un mec qui est dans ta salle là, il a soulevé trop lourd, 300 kilos développé couché. Il doit se faire assister. Je sais pas. Mais du coup, oui, j'ai entendu cette phrase et je me suis dit, c'est quand même très, comment dire, culture américaine. C'est vrai. C'est très culture américaine. Et moi, j'étais pas habitué à ce genre de fonctionnement. Après, ça a effectivement du sens. Hein. Mais oui, c'était un peu... En fait, si c'est bien fait et que tu amènes bien la chose, que tu dis, voilà, il y a le côté pro, il y a le côté perso. Côté perso, on s'entend très très bien. Et côté pro, c'est vrai que là, en termes de résultats, on n'a pas atteint nos objectifs et on pense revoir nos systèmes. Et tu lui dis ça, il comprend. Et s'il ne comprend pas, tant pis. Oui, et de toute façon, ça peut être le cas dans d'autres entreprises. C'est à peu près partout pareil. En final. C'est partout pareil. De toute façon, quand c'est du business, il faut survivre. Enfin, faut créer des systèmes. Oui, il faut faire la part des choses. Ouais, il faut faire la part des choses. Voilà, c'est ça. Pas se laisser emporter par les sentiments. Par l'affect, ouais. Comment tu gères les choses aujourd'hui avec ton propre contenu quand tu es confronté à des réactions qui pourraient te rappeler ce à quoi tu étais confronté quand tu étais plus jeune? Des gens qui te critiquent, des gens qui se moquent, des gens qui t'insultent parfois, comme ça a été le cas pour moi. T'imagines bien, tout le monde, hein, depuis des années sur les réseaux sociaux, on est toujours confronté à ce genre de choses. Après, pour moi, c'est un peu différent parce que mon enfance, tu vois, mes plus jeunes années à l'école, ça s'est jamais passé comme ça. Donc, j'avais un petit peu de recul sur la question, même si ça m'affecte clairement. Comment toi, tu le vis en fait? En fait, on va dire, j'ai décidé d'être résilient dans ma tête et de transformer chaque événement douloureux, chaque événement négatif en une opportunité pour grandir et me reconsolider. Et c'est très important l'histoire que tu te racontes dans ta tête parce que ça va définir où est-ce que tu te diriges. Et moi, j'ai choisi l'histoire que quand on m'a insulté quand j'étais petit, eh bien, c'était comme un petit vaccin, tu vois. Et à force de m'insulter, ça m'a immunisé. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai toujours cette phrase en tête, c'est « Mon indifférence ne les laisse pas indifférents ». Et quand il y a des haters, il y en a tous les jours, hein, c'est inévitable. Et quand il y a un haters, bam, soit je supprime le commentaire, soit je passe à autre chose, mais j'y porte pas attention. Et surtout, quand c'est des pavés comme ça, je lis le début, je vois que ça dérape, j'arrête de lire, je supprime direct. C'est bien de se préserver, surtout de ce genre de choses qui ne sont pas constructives. Non. En fait, dis-toi, le cerveau est très très sensible à la négativité.
Plus qu'à la positivité. Ah, plus qu'à la positivité, mais ça vient de notre instinct de survie. Faut éviter ce qui est empoisonné. Donc et être attentif au danger. Ouais, attentif au danger. C'est pourquoi on retient plus ce qui est négatif. Il faut faire cet effort conscient de se dire, ok, là, je refuse de laisser mon cerveau singe prendre le dessus. De manière rationnelle, j'écarte tout ce qui est négatif et je me concentre sur ce qui est positif. Donc déjà, il faut le vouloir, tu vois, être positif, optimiste, heureux. Et mis à part les critiques ou les pavés, les commentaires, etc., comment tu arrives à envisager ce qui est plus de l'ordre de la moquerie ou de Cyril, t'es pas crédible avec ce que tu fais, Cyril, qu'est-ce que c'est que ces vidéos, tu vois? Comment tu arrives à prendre le recul nécessaire pour te dire, mais si, moi je sais exactement ce que je fais, je sais exactement ce que je veux provoquer chez les personnes qui y seront sensibles. Vous les gars, je vous écoute même pas. Ouais, super question. À l'époque, justement, moi j'avais mon top 10 de mes youtubeurs préférés. T'en faisais partie. Ah, hein. bah, ça me fait plaisir. Et en fait, je voyais un peu ce top 10 comme les Avengers sur YouTube. Et je me suis dit, c'est des personnes qui m'inspirent et j'aimerais reprendre une qualité de chacune de ces personnes. Donc toi, j'ai pris la discipline et le culturisme. Et j'ai pris aussi de Efkan, From Human to God, j'ai pris son balécouillisme et sa joie de vivre. La philosophie, ouais. Il sera heureux. Il sera heureux d'entendre ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bas les couilles des personnes qui critiquent, des personnes qui pensent différemment, du jugement des autres. Voilà, chacun a sa vie. Moi, j'ai ma vie. Ça ne m'empêche pas d'être heureux. Et si j'ai envie d'y apporter de l'attention, j'y apporte de l'attention. Sinon, philosophie de Efkan. Ce qui est une super philosophie. Hein. Ah, moi, j'adore. Je suis 100% partisan. Et puis, je lui avais dit quand il était là aussi, je trouve que c'est une manière très mature d'envisager les choses et de ne pas se laisser avoir par tout ce qui pourrait nous entourer. Surtout qu'on n'a pas forcément de... Comment dire ? On est impuissant face aux réactions des autres. Donc, on ne peut pas les contrôler. C'est ça. Et je pense que la meilleure philosophie qui est liée intrinsèquement avec le développement personnel, c'est le stoïcisme. Le fait de savoir qu'il y a des choses qui dépendent de toi, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, donc autant se focaliser sur ce qui ne dépend pas de toi. On ne peut pas choisir de se faire insulter. En revanche, on peut choisir comment on va réagir face à cette insulte. Et toi, tu réagis comment pour savoir Des fois, tu te lâches. Justement, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que tu restes toujours bienveillant, tu vois, dans ton contenu. Il n'y a jamais de volonté de répondre de manière... déjà, il n'y a jamais vraiment de volonté de répondre. Mais en plus, surtout pas d'être en opposition avec les personnes qui vont te... Non, jamais. Parce que moi, je considère que mon but, c'est d'aider un maximum de personnes. Et rentrer en confrontation, ça va aider personne. Et surtout pas moi. Mais il faut passer outre. Et du coup, toi, moi, j'ai encore du mal avec la patience de ne pas rentrer en confrontation. Et j'aurais toujours une petite partie de moi qui a quand même envie de rentrer en confrontation, même si je sais d'expérience que c'est jamais la bonne solution sur les réseaux sociaux. Pense à la phrase « Ton indifférence ne les laisse pas indifférents ». Je vais essayer. Je te garantis rien, mais je vais essayer. Après, c'est normal, on a tous un ego. Ouais, c'est propre à l'humain. Mais après, il faut être conscient de ça et savoir le gérer. Et c'est du dev perso. Oui, c'est un travail comme un autre. Hein. C'est d'avoir la discipline de le faire, tout comme aller s'entraîner à la salle, etc. Mais tu verras jamais quelqu'un au-dessus de toi te critiquer. C'est toujours des mecs en dessous. Ça, je suis d'accord. Donc, en fait, je pars du principe, si tu leur réponds, c'est que tu commences à rentrer dans leur jeu et te mettre à leur niveau. Ça, je suis totalement d'accord. C'est une bonne façon de fermer la parenthèse et d'en ouvrir une autre, parce que j'aimerais bien qu'on parle de relations. Ok. Tu as dit que tu avais un peu de mal, forcément, quand tu étais un petit peu plus jeune, où c'était compliqué d'aller discuter avec d'autres personnes, alors encore plus les filles. Comment ça s'est passé au fur et à mesure des années dans cette logique de développement personnel ? Comment tu as fait pour braver ta timidité et arriver à parler aux femmes, quoi, tout simplement? Dis-toi, moi, j'avais plein de croyances limitantes déjà vis-à-vis de la séduction. Moi, j'aimais bien les petites blondes, tu vois. Et je me suis dit, je suis un Asiatique. Les Européennes, les Françaises, elles ne sont pas attirées par les Asiatiques. Déjà, j'avais cette croyance. Après, je me suis dit, j'ai pas un bon physique. J'ai pas de revenus. J'étais étudiant, je gagnais peanuts. Et je me suis dit, en fait, c'est un jeu.
la séduction, il faut connaître les règles, il faut connaître les codes, et il faut juste savoir bien savoir jouer. Et du coup, première étape, c'est faire une transformation physique pour avoir la carrure. Deuxième étape, apprendre à bien parler pour être à l'aise avec les filles. Et troisième étape, être sélectif et se dire maintenant, c'est plus elle que je recherche, mais c'est elle qui me recherche. Et donc, il faut faire un switch de se dire je travaille tellement sur moi que je ne suis plus en demande, mais je suis l'offre. Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu? Ça voudrait dire que attends, je travaille tellement sur moi que je ne suis plus la demande, je suis l'offre. Je suis plus en demande, je suis plus en demande, je suis l'offre. Un peu comme sur le marché, ouais. Ça veut dire que tu veux... Alors attends, j'essaie de préciser. Disons que de manière globale, dans la séduction, la valeur d'un homme se reflète beaucoup par son statut social. Et la valeur d'une femme beaucoup par sa beauté. Après, voilà, à prendre avec des pincettes ce que je dis là, mais voilà, c'est les règles du jeu. Et du coup, je me suis dit, ok, sachant cela, comment maximiser son statut? Les habits, c'est du statut. Bien parler, c'est du statut. Le physique, c'est du statut. Les finances, ça, on va pas se cacher, c'est du statut. Et tout ça, tu maximises ces statistiques et après, tu augmentes tes chances d'attirer les bonnes personnes. Mais il ne suffit pas juste d'attirer. Après, derrière, il faut aussi avoir le courage et l'assurance de parler avec cette personne comme si c'était un être humain normal, quoi, comme si on parlait là, comme ça, en one-to-one. Ce qui paraît évident. C'est pas évident, mais j'avoue que je viens d'un passé où je parlais pas aux femmes par manque de confiance en moi. Et quand tu parles pas aux femmes, tu les mets sur un piédestal et en fait, ça crée, quand tu communiques avec elles, une communication bizarre un peu. Avec des arrière-pensées, etc. Et ça, elles le sentent. Et justement, je dis toujours... Ce qui est un peu malsain. Ce qui est un peu malsain, exactement. Il ne faut pas avoir d'arrière-pensée. Il faut vraiment être honnête et bienveillant. Et ça, c'est la base. Et toujours travailler sur soi. Et le piège, c'est de se laisser aller, de se laisser être confortable dans sa situation et de se dire, bon, si... les femmes ne viennent pas à moi, c'est peut-être que les femmes ne sont pas attirées, donc c'est la faute des femmes, c'est pas ma faute à moi. Et là, on est dans la victimisation, tu vois, au lieu d'être dans la responsabilité. Au lieu de pointer du doigt, d'ailleurs, quand tu pointes du doigt, il y en a 3 qui sont dirigés vers toi, au lieu de pointer du doigt, plutôt se remettre en question et se dire, qu'est-ce qui fait que je n'attire pas? Est-ce que si moi-même j'étais une femme, est-ce que je m'aimerais? C'est une bonne question, ça. Ce qui peut être un exercice difficile, parce que c'est se mettre face à potentiellement... ce qui ne va pas chez nous. Ce qui ne va pas chez nous, c'est un grand mot, mais ce qui pourrait être amélioré. Ouais. Moi, j'ai un exercice, c'est je me mets face à un miroir, super exercice, et je liste tous mes défauts, et je regarde comment ces défauts, je peux les transformer en qualité. Là, tu parles physiquement ou non? Pas juste physiquement. Ok. Ouais, physiquement, comportementalement, etc. Comportement, etc. Et donc, au lieu d'essayer de cacher les défauts, parce que quand tu essayes de cacher, c'est là où on remarque ça. Par exemple, quelqu'un qui a un bouton et qui met plein de fond de teint dessus, on voit que ça après. Carrément. Et donc, au lieu de les cacher, plutôt essayer de trouver un angle où ça peut devenir une force. Intéressant. Très intéressant. Ça s'appelle le kintsugi en japonais. Kintsugi, c'est l'art de réparer ses blessures avec de l'or. Et tu vois, ce qu'ils font, c'est ils ont des bols cassés, ils les recollent, ils mettent des paillettes d'or. Et en fait, le bol, il est encore plus beau que s'il était tout neuf. Ce qui était en train de dire, par exemple, si un homme se regarde dans le miroir et il se dit « je mesure 1m70, j'ai aucune chance avec les femmes », il faudrait qu'il puisse tourner ça parce que je mesure 1m70, je vais développer ma tchatch, je vais développer mon physique du mieux que je peux par rapport au mec qui mesure 1m90 et qui lui a toutes les facilités et qui glandouille rien. Et bien sûr, j'ai pris cet exemple de façon totalement arbitraire. C'est pas pour dire quoi que ce soit sur les personnes qui mesurent 1m70, mais c'était. Et ça va, 1m70, c'était bien, il y en a, ils mesurent. C'est vrai, absolument. Et tu sais, les croyances limitantes dont tu as parlé juste avant. Ouais. Tu penses que ça venait d'où? Le fait de penser qu'en tant qu'asiatique, tu pouvais pas sortir avec une européenne ou une blonde ou Ton environnement. À mon avis, c'est ton environnement
qui te conditionnent à penser d'une certaine manière. Et tant que tu n'as pas vu le contre-exemple, eh ben, tu seras conforté à cette idée. Et en fait, quand j'ai vu de mes yeux que j'avais des amis asiatiques qui arrivaient à sortir avec des Européennes, je me dis ah mais c'est possible en fait. Très souvent j'avais vu des Asiatiques filles sortir avec des Européens hommes, mais j'avais jamais vu l'inverse. Et le jour où j'ai vu l'inverse, je me suis dit ah ben c'est que c'est possible quoi. Et tu penses que du coup tout n'est que croyance limitante au final? Pas croyance limitante, mais croyance. Et l'idée c'est de transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Ok. Tu pourrais nous donner un exemple de croyance aidante en opposition à une croyance limitante qui voudrait que tu es né dans un certain environnement social et que tu ne peux pas être chef d'entreprise, par exemple? Ouais, bah, par exemple, si tu te dis ouais, j'ai des problèmes de procrastination, j'arrive pas à travailler dur, bah, tu changes ça en j'ai des problèmes de procrastination, comment je peux faire pour travailler intelligemment? Et transformer ses défauts en force. Donc, ok, je suis flemmard, mais je vais faire en sorte que dans mon travail, je vais tout optimiser pour que je puisse travailler le moins possible. Ok, je comprends. Et pas, je suis feignant et je me laisse aller. Et c'est mort. Ouais, c'est mort. Ok, ouais, ça a du sens, je comprends totalement. Est-ce que ça veut dire que selon toi, tout le monde a la capacité de vivre une vie épanouissante? Je pense pas. Je peux comprendre certaines personnes avec certaines mentalités, mais c'est pas parce que je les comprends que maintenant je suis d'accord avec elles. Et je pense qu'on a tous une part de responsabilité dans notre vie. Et c'est ça où je l'ai vécu, hein, je passais par là. C'est ça où beaucoup de personnes continuent à vivre dans ce cercle de victimisation de « Ah, j'ai pas ce que je veux, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle », au lieu de se centrer sur soi et qu'est-ce que je suis en mesure de changer dans ma vie pour avoir ce que je veux. Et tu penses que dans ce cas de figure-là, c'est peine perdue? J'ai une philosophie de... J'ai un peu exagéré le trait. Ouais. Tu m'excuses d'avoir pris des... T'inquiète. Tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne va pas réussir. Ok. C'est ça ma philosophie. C'est-à-dire que, tu vois, moi, petit asiatique qui vient du 93, on va dire qu'il y a mieux comme condition de départ. Mais il y a pire comme condition de départ. Ça dépend ce que tu fais avec ton environnement. Moi, j'aime bien cette image de la vie, c'est une partie de poker. C'est pas parce que tu as une bonne main que tu es sûr de gagner, c'est pas parce que tu as une mauvaise main que tu es sûr de perdre. Ce qui compte, c'est à l'arrivée. Tout comme la musculation, hein. À 20 ans, tu as le corps que tu hérites, à 70 ans, tu as le corps que tu mérites. Ouais. Donc tout le monde a la capacité, mais tout le monde n'y arrivera pas. Voilà. Est-ce que ça peut paraître un petit peu, ça peut paraître une fatalité pour certains de se dire, au final, s'il y a des chances que je n'y arrive pas, autant ne même pas essayer? C'est là que ça fait la sélection naturelle, le tri. Là, parmi tous ceux qui vont nous écouter, déjà, tu auras quelques personnes qui auront la discipline et l'attention de rester jusqu'ici. Parmi les personnes qui sont restées jusqu'ici, tu en auras qui prennent des notes et d'autres qui ne prennent pas de notes. Parmi celles qui prennent des notes, tu auras celles qui vont appliquer, qui vont passer à l'action, et celles qui vont juste prendre des notes et ça finit sur un carnet. Est-ce qu'avec le contenu que tu proposes, tu as envie d'augmenter cette proportion ou non, tu le fais vraiment pour les personnes qui feront l'effort et les autres, tant pis, en fait, c'est marche ou crève. Comme tu l'as dit, sélection naturelle. Moi, je vois toujours la qualité par la quantité. C'est-à-dire, plus tu vas atteindre de nouvelles personnes et parmi les personnes, plus tu vas choper de l'audience qualifiée. Après, ça va dépendre aussi comment tu présentes les choses. Mais effectivement, il y a toujours un tri. C'est comme ça, c'est la nature. Il y a un filtre et il y a ceux qui les passent, ceux qui les passent pas. Parce que tu vois, je te pose cette question parce que je vais reprendre mon rôle de coach sportif. Vas-y. En tant que coach, j'ai un peu cet espoir qui est peut-être complètement utopique, que tout le monde puisse avoir le corps qu'il désire. En fait, et je suis déjà conscient que tout le monde en est capable, mais qu'actuellement, tout le monde ne peut pas le faire, ou tout le monde n'y arrivera pas. Mais j'espère que, de par ma contribution et la contribution d'autres coachs ou d'autres professionnels de la forme, etc., qu'on puisse tous y arriver un jour ou l'autre.
En fait, nous, les humains, on est des êtres émotionnels. Et si tu veux les faire changer, il faut d'abord que tu les changes dans leur état émotionnel. Et donc, il faut que tu arrives à trouver un angle qui fasse un déclic émotionnel. Très souvent, par exemple, ça peut être le médecin qui te dit « Bon, bah là, il te reste X semaines à vivre. Là, tu vas faire du sport. » Parce que émotionnellement, tu te dis bah, « Ça, c'est… soit je me remets en forme, soit je meurs. Ouais. » Donc, tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose tant que, émotionnellement parlant, il n'a pas atteint le seuil de changement. Ça, j'en suis convaincu et ça fait sens. Je suis complètement d'accord avec toi. Comment on peut les mettre dans les bonnes dispositions émotionnelles alors après, c'est ça le truc. Après, il faut pas forcément avoir le syndrome du sauveur. Et oui, ça je l'avais pas mal au début. Tu sais, c'est le triangle de Cartman, je pense que tu connais, avec sauveur, agresseur et victime. Et il faut vraiment s'extirper de ce schéma-là qui est vraiment mauvais. Et ma recommandation, c'est ceux qui viennent avec bienveillance et qui demandent de l'aide et qui sont prêts à changer, bah moi j'accepte de les aider. Mais sinon, si le mec, je vois, il est en difficulté mais qu'il n'a rien demandé, bah philosophie de scan. Ouais, tu vas pas le chercher. Ce qui fait sens, hein. Il vaut mieux mettre son énergie là où on sait qu'elle sera importante et qu'elle sera bien reçue. C'est ça, exactement. Ouais, parce que c'est tout un dilemme quand même. C'est un dilemme. Bah, vouloir aider tout le monde, au final, tu t'aides personne. Ouais. Vaut mieux. C'est dur. Hein. Vaut mieux. Alors moi, ma philosophie, c'est vaut mieux aider juste une personne. Et si tu l'aides bien, derrière cette personne, elle pourra elle aussi aider d'autres personnes. Et ça fait un effet boule de neige. Plutôt que c'est peut-être en fait un questionnement complètement égocentrique de se dire je vais aider tout le monde, alors que comme tu dis, tu peux aider une personne qui, elle, en retour, pourra rayonner et toucher son environnement en fait. Ouais, bah, c'est un petit peu la philosophie que j'ai eue dernièrement avec la nouvelle agence que j'ai lancée. Je me suis dit comment je pourrais faire pour avoir plus d'impact sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit avec les réseaux, je serais toujours limité à ma tête, je serais toujours limité à ma voix. Et pourquoi pas aider les entrepreneurs de demain qui ont un fort potentiel de croissance et qui leur manque peut-être quelques stratégies à mettre en place pour croître sur les réseaux. Et eux, ils vont avoir de l'impact. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'accompagner d'autres personnes pour avoir une autre forme d'impact. Mais là, cette fois-ci, je suis dans l'ombre. C'est une bonne façon d'envisager les choses. Hein. Ouais, faut très sage, toujours penser out of the box. Tu es très sage. Hein. Merci, je te remercie. Bah, c'est en regardant des personnes plus grandes que soi qu'on apprend. Et c'est les lectures qui t'ont permis de développer un peu cette maturité, parce qu'on pourrait se dire à 24 ans, tout le monde n'a pas ce recul-là et tout le monde n'a pas autant de recul sur ses propres réflexions et sur sa propre vision. Ouais. Je n'avais pas à 24 ans. C'est gentil, je te remercie, gratitude. Alors, je dirais que au-delà de la lecture ou des vidéos YouTube ou des formations ou même des conseils en one-one, en fait, la plupart des gens, ils ne digèrent pas l'information. C'est-à-dire que aussitôt rentré, aussitôt sorti, et ils passent sur une nouvelle source d'information. Que ce soit YouTube ou autre, ou même les livres, il faut toujours prendre un temps pour digérer l'information et la valider, voir si elle est bonne ou mauvaise pour soi. Donc pas juste être dans une logique de consommation, mais vraiment être dans une logique d'absorption. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est marrant un petit peu le mot consommation, parce que c'est un mot que tu retrouves pour manger. Et il suffit pas juste de manger plein d'aliments comme ça, et après ça rentre, ça sort, mais il faut la digérer, cet aliment. Et bien l'assimiler pour que ça rentre dans ton corps. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Souvent, Instagram, TikTok, YouTube Short, si tu veux, moi j'ai l'image de on te met un amuse-bouche sur une cuillère et voilà, ça défile, mais tu n'as pas le choix de manger, quoi. Alors que YouTube, c'est un buffet à volonté, tu as de tout, tu as de la malbouffe, tu as de la bouffe healthy, et c'est à toi de choisir. Donc là, tu as quand même un libre arbitre sur ce que tu consommes, sur ce que tu manges. Tu penses du coup que les contenus courts sont particulièrement difficiles à digérer et c'est un peu plus facile avec les contenus longs? Je pense que de manière globale, oui, parce que souvent, le contenu court, il y a beaucoup de stimulants. Bien sûr, oui. Et ce qui est stimulant, tu sais, dans la nourriture, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Alors que sur YouTube, tu peux choisir est-ce que tu as envie de bien manger, de prendre soin de son corps.
ou, enfin là c'est le cerveau en l'occurrence, ou justement te laisser emporter par ton cerveau de singe. Moi j'aime bien, Bien sûr. Ouais. ce terme. Après, je pense quand même qu'on peut se laisser emporter même par du contenu long. Et je suis d'accord pour partager ta recommandation de digérer le contenu qu'on consomme. Ouais, vaut mieux moins d'informations, mais que ça rentre mieux, que trop d'informations et il n'y a rien qui rentre. Et c'est pour ça que les livres, c'est intéressant parce que ça laisse le temps à la digestion. C'est-à-dire, tu lis une information, et moi, je me rappelais quand j'avais découvert les livres de dev perso, j'étais comme un fou. Je lisais, et après, je refermais le livre et je regardais le plafond comme ça pendant peut-être 15 minutes. Hein. Un vrai temps de digestion. Ouais, vrai temps de digestion. Genre, je fais waouh! Ah, c'est puissant, vas-y, je reviens. Mais je pense que c'est carrément une bonne habitude à avoir parce que même dans les livres, hein, on peut se laisser avoir par de la lecture en diagonale et puis on ne sait même pas ce qu'on a lu ou en tout cas, quelques jours après, on a totalement oublié et on n'a pas eu la possibilité d'en tirer quelconque enseignement. Ouais. Toi, c'est quoi ton rapport à la consommation d'informations aujourd'hui ? Très peu via les contenus courts. Mais énormément avec les contenus longs via YouTube. Ok. Après, la lecture, il y a eu une période où je lisais beaucoup. Je lis un peu moins aujourd'hui. Non pas pour trouver des excuses, mais peut-être que j'ai plus aussi de travail, tu vois. Plus de responsabilités et plus de présence à avoir sur beaucoup d'aspects de ma vie professionnelle, personnelle ou même sportive. Du coup, contenu long via YouTube et en l'occurrence les podcasts, tu vois. Ouais. Okay. Ça reste un mode de consommation que j'apprécie pas mal. C'est qui tes inspirations en ce moment ? Et surtout, tu vois, les podcasts vidéo. C'est pour ça que j'insiste. Ouais. Okay. J'insiste beaucoup pour que les podcasts de Là, on discute. Là, c'est filmé. Exactement, mais qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse filmer ça. Parce que j'avoue que moi-même, c'est peut-être une démarche très égoïste, mais je consomme exclusivement des podcasts vidéo. Parce que j'aime bien voir les interlocuteurs. Ouais, en présentiel, avec l'énergie. Et tout. Avec l'énergie, les gestes. J'aime bien les voir, articuler, partager ce qu'ils ont à dire. J'y suis plus attentif et ça me permet de mieux digérer. Alors qu'avec du podcast 100% audio, j'ai plus tendance à consommer, mais pas trop m'en rendre compte. Ouais, faire la cuisine à côté. Exactement. Ouais, conduire. Ouais, exactement. Au final, il n'y a rien qui rentre. Voilà, tout à fait. Donc ouais, c'est un peu ça ma posture par rapport au T'as des inspirations là de contenu long que tu regardes en ce moment Tu parles de podcast ou pas forcément de ce que tu regardes en ce moment. Je dirais que je regarde beaucoup de podcasts et je regarde beaucoup de documentaires. Okay. Parce que c'est un format d'expression qui me passionne et vers lequel j'aimerais bien me tourner moi aussi, tu vois. Ah ouais, le documentaire. Raconter des histoires via des documentaires ou parler de certains faits, tu vois, qu'ils soient historiques ou non, via des documentaires. Je trouve que c'est un médium qui est particulièrement intéressant et qui, moi, me captive à 100%. Ouais, ceux d'Arte, moi, j'aime bien. Par exemple, ceux d'Arte sont géniaux, mais sur YouTube, on a de la chance. Il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Il y a des documentaires qui sont passionnants, des documentaires sur le sport, sur des artistes, sur la politique, enfin, n'importe quel sujet. Et j'avoue que ça, c'est le genre de contenu qui me passionne beaucoup. Mais tu vois, je suis fan de cinéma. Mais contrairement à il y a quelques années, je consomme un tout petit peu moins de longs métrages où je vais un peu moins au cinéma. Ok. Voilà. Après, oui, c'est ça. Toi, tu es un entrepreneur. Il y a le temps aussi qui joue. Je peux comprendre. Et surtout, je pense, toi, ça fait... Ouais. Tu as commencé le dev perso à quel âge, tu dirais ? Je sais pas, parce que je pense que quand j'ai commencé ça, le terme développement personnel n'existait pas forcément. Ouais, mais tu as commencé au moins 10 ans, voire plus. À plus. Ouais. Ah, mais largement plus. Ouais. Je pense que c'était plutôt aux alentours de 2004-2005. Ouais. Donc, tu as quand même fait un petit peu le tour et maintenant, tu as vraiment le recul sur la question du développement personnel et le fait de prendre du temps aussi pour te cultiver, etc. Et c'est vraiment matraquer les basics encore. C'est ce que j'allais dire. Mais pas trop découvrir des nouvelles méthodes. Tout à fait, sans prétention aucune. Je pense que du coup, je commence à atteindre la partie de la courbe qui fait qu'au final, je vais me reconcentrer sur les basiques. Et ce qui va très bien parce que tu trouves un rythme de croisière qui te convient bien. Et au final... plutôt que de chercher à accumuler plein de choses, que ce soit en termes de connaissances ou autres d'ailleurs, ce qui a pu être une période de ma vie, aujourd'hui, le processus est un petit peu différent. Ok, sympa. Ouais. Tu as fait des erreurs dans ton parcours que tu juges que tu aurais pu éviter vis-à-vis du développement perso ? Ce qui vient en tête dans ta carrière. Je vais te prendre l'exemple du développement perso. Okay. Je pense que tout le monde y est passé quand on s'intéresse au développement perso. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps pour en parler.
c'est de transformer ça en une quête complètement narcissique et de vouloir devenir non pas la meilleure version de soi-même, mais meilleure que les autres. Ouais, le Winter Arc, j'ai vu. Ouais. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui moi-même me touchait quand j'étais un tout petit peu plus jeune, où il y a vraiment cette volonté de se transformer en une machine de productivité, de muscles, d'accumulation de richesses, etc. Ouais, pour prouver aux autres qu'ils ont eu tort. Un peu, tu le fais en finale pour les autres et même plus pour toi. Ouais. Ce qui est pas terrible. Ouais. Ce qui est pas terrible, parce que vraiment, le développement perso, c'est, selon moi, quelque chose qui te permet au final de t'ouvrir aux autres et d'avoir une existence épanouie avec toi-même, mais aussi avec les autres. Mais quand tu t'envisages le développement perso comme une quête narcissique où tu as envie d'écraser les autres parce que tu es meilleur et de leur montrer que tu es plus musclé, plus intelligent, plus riche, plus successful, plus tout ce que tu veux, c'est pas terrible. Ouais, je vois. Et là, c'est plus orienté sur soi, du coup, c'est orienté sur les autres. Ouais, absolument. Ouais. Donc, Okay. Ça j'y suis passé définitivement, mais c'était il y a un petit moment. Et je pense que toutes les personnes qui sont intéressées par le développement perso... On commence tous par là, parce que surtout chez les hommes. C'est trop dur. Ils ont le petit ego et tout, ils veulent prouver. Surtout quand t'es jeune. Absolument. Et que t'as rien à montrer. Bah, c'est normal, mais c'est vrai qu'après... Mais je remarque, désolé de te couper, que c'est de moins en moins le cas. Je trouve que même pour les jeunes gros guillemets... Les newbies. Ils ont quand même du recul que moi, j'aurais pas eu, tu vois, à leur âge. Et ça, c'est génial. Ouais, bah sûrement que leur algorithme est bien. Et aujourd'hui, c'est un danger, hein, les bulles algorithmiques. Le fait de voir du contenu qui confirme ou non tes croyances. Bah, le Winter Arc, c'est un bon exemple. Ah ouais, c'est un bon exemple. Ouais. Parce que tu peux vite tomber dans le cercle rabbit TikTok. Hole, tu vois, tu vois le cercle TikTok, tu vois que des go muscu qui se rasent la tête et tout. Exactement, ça peut devenir un petit peu vicieux. Ouais, c'est vrai. Mais donc, la bulle algorithmique... Ça concerne tous les sujets. Bah, si c'est bien fait, en vrai, moi, c'est mon stratège. Lui, il a plusieurs clients et il fait un compte YouTube par client. Ou, par exemple, moi, il a mon compte YouTube où c'est qu'un algorithme spécialisé dans le dev perso. Après, il a un autre client, c'est sur l'investissement immobilier. Il a qu'un algorithme sur l'investissement immobilier. Mais le souci, c'est qu'en tant que consommateur, quand tu n'as pas ce recul-là, t'es mort, hein, t'es dedans, tu scrolles. Exactement. Ouais. Et comme tu l'as dit juste avant, l'être humain est plus intéressé par le négatif que le positif. Donc tu peux vite tomber dans une bulle algorithmique. Ouais, négative. Avec les mauvaises informations, tout ça. Exactement. Ouais. Mais je pense, en fait, les réseaux sociaux et la technologie en général, c'est juste un outil qui permet de gagner en vitesse. Et pour moi, en fait, les personnes qui étaient prédispositionnés à être des entrepreneurs, ils vont le devenir super rapidement. Et ceux qui étaient prédispositionnés à devenir un petit peu des normistes, mais sans que ce soit péjoratif. Sans que ce soit péjoratif, et bah, ça va accélérer ça. Et tu le vois quand ils ont, dans le Covid, quand tu avais de l'argent qui a été distribué en France, bah, en fait, tu as les consommateurs qui ont consommé et tu as les producteurs qui ont produit, tout simplement. Et ça fait que s'accélérer. Mais du coup, ça crée des inégalités aussi. Mais inégal ne veut pas forcément dire injuste. Si tu travailles 2 fois plus que quelqu'un et que tu gagnes 2 fois plus, c'est inégal, mais c'est pas injuste. Par contre, il y a des situations où, là, ça peut être injuste. Lesquelles ? Si, par exemple, quand tu es né dans une famille pauvre versus tu es né dans une famille riche, ça ne dépend pas du tout de toi. Pourtant, ça va avoir un impact conséquent sur l'avenir. Et ça, c'est l'injustice de la vie. Mais l'injustice peut être source de motivation. Et c'est pour ça, sur le long terme, passer quelques années, normalement, en France, je considère si tu as les bons contacts, les bonnes personnes, et que tu as su exploiter au maximum ton intelligence, pas forcément avoir 130 QI, mais au moins avoir l'intelligence de faire du sport, de se démerder, de prendre les bonnes décisions, tu peux t'en sortir. Et c'est ça où il faut prendre sa part de responsabilité et il ne faut pas rester victime de sa situation. Je crois que prendre sa part de responsabilité, ça reste encore le plus difficile. Parce que dur, ça demande de faire face à toute ta vie. À toute ta vie, à sa propre personne. Ouais. Et ça peut être compliqué à envisager. Ouais. Mais il y a un moment, surtout si tu es un homme, je pense. Surtout, il y a ce truc de si tu es un homme, il y a un moment, faut te regarder dans une glace, exactement comme ce que j'ai fait il y a 4 ans. Il faut être honnête avec toi-même.
qu'est-ce qui va? Ok, c'est cool. Qu'est-ce qui va pas? Ok, on change. Alors pourquoi spécifiquement pour un homme? Non, ça marche pour tout le monde, Oui, bien pas évidemment. spécifiquement, ouais. Mais tu penses que c'est plus important ou en tout cas nécessaire, plus nécessaire pour un homme? Je pense que de manière naturelle, cette tendance à prendre ses responsabilités, elle est plus naturelle chez les hommes. Après, je dis pas que les femmes ne prennent pas, mais je dirais que de manière naturelle, de ce que j'ai remarqué, après je suis peut-être biaisé par mon entourage, mais c'était plus les hommes qui avaient ce déclic jeune de « Ok, il faut que je prenne en main ma vie et vite ». Donc, après, ça vient souvent des déclics émotionnels, type rupture, trahison, perte d'un proche. Tout ça. On a eu un petit problème technique juste avant. Je le dis en toute transparence, comme ça tout le monde. La vie des créateurs, ouais. On connaît. Exactement. La carte mémoire était pleine, on a dû la formater. Voilà. On reprend comme c'est la magie du montage. C'est la magie du montage. Mais il vaut mieux tout dire, comme ça je préfère qu'on voit exactement ce qui se passait. On parlait des hommes et de leurs responsabilités. Exact, ouais, c'est ça. Et c'est un sujet, moi, qui forcément me passionne. Mais du coup, tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir un peu plus de recul sur la question. Parce que sur l'un des précédents podcasts, je me disais quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le double de l'âge de quelqu'un qui a 18 ans. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça... Donc tu vois, ma vision de la masculinité, elle est quand même différente de la vision de la masculinité que pourrait avoir quelqu'un qui a 18 ans. Mais justement, ce que je disais, il me semble, c'est, pour toi, est-ce que tu as eu des exemples de ce qu'était un homme ? Et est-ce que ça a conditionné un petit peu ton développement personnel et la façon dont tu as travaillé ton physique, ton esprit, tes relations avec les autres, avec les femmes ? Ouais. Alors moi, il y a un mec, il est un peu sous-coté en ce moment, mais à une époque, il était vraiment bien et moi, j'adore, il m'inspire beaucoup. C'est Schwarzenegger. et je te jure, hein, j'adore, même dans ses films, même son histoire. Et je me dis, en fait, c'est tellement inspirant, un mec qui vient de nulle part. Il va aux États-Unis avec le American Dream. Il a un nom. Tous les réalisateurs lui disent change de nom. Et lui, il dit non, mais, je suis comme je suis et je ferai avec. Et malgré tous les obstacles, toute la critique, même avec ses parents, c'était pas évident. Il a réussi à tout surmonter. Et moi, je vois ça, il est très fort. C'est vrai que c'est un peu l'exemple, la personnification. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est quand même un exemple des années 90. Bah, pour moi, c'est un symbole. C'est même pas une personne, c'est un symbole. Un symbole de tout est possible, de persévérance, que ce soit dans le cinéma, dans la musculation, ou même dans la politique. Et il ne faut pas se mettre de barrière. Je me dis, si lui, il l'a fait, franchement, il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il était vraiment parti de loin, lui. Vraiment, vraiment parti du fin fond de l'Autriche. Ah, fin fond. Hein. Donc, c'est clair que c'est vrai que c'est un exemple de réussite. Mais est-ce que tu penses que l'hypermasculinité qu'il incarne peut être aussi problématique? Je pense que c'est le genre de considération, le genre de questionnement que certaines personnes pourraient avoir aujourd'hui. C'est pas mon questionnement parce que évidemment ça fait partie de mes exemples et j'ai grandi avec Schwarzenegger à son prime entre guillemets, pas son prime bodybuilding mais plutôt son prime popularité, où il était dans des films que tout le monde connaît et où c'était la star qu'il était il y a quelques décennies. Ouais. Sauf que tu l'as dit aujourd'hui, il est probablement un peu moins populaire. Les gens le connaissent toujours autant parce que c'est un symbole. Mais je trouve qu'il incarne, pour une génération un peu plus jeune, je ne vais pas parler pour eux, mais c'est ce dont j'ai l'impression, il incarne moins l'exemple de la masculinité ou de ce qu'un homme pourrait aspirer à accomplir. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que là, la figure d'autorité masculine chez les jeunes qui revient très souvent, là actuellement, c'est Andrew Tate. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien. Je dirais que il faut pas forcément se projeter, avoir ce qu'on appelle un effet Tyler Durden en référence du film Fight Club. Faut pas se projeter dans ses idoles, mais il faut prendre une valeur et une caractéristique qui t'inspire chez ton idole et essayer de l'intégrer dans ta vie à toi. Mais jamais se comparer de j'ai envie de devenir Schwarzenegger. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il m'a inspiré. Okay. Et c'est ça où il faut faire attention parce que y a des gens, là, de la nouvelle génération, surtout avec Andrew Tate, ils n'ont pas envie de devenir comme Andrew Tate, ils ont envie de devenir Andrew Tate. Et là, c'est dangereux parce qu'ils se projettent en eux. Et en fait, quand ils pensent, ils se disent plus à quoi je pense réellement, ils se disent comment pense Andrew Tate et je vais faire comme lui. Ok, et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que on manque d'esprit critique.
on manque de recul sur ce qu'on consomme et on peut vite tomber dans cette boucle de je veux ressembler à mes aspirations, du coup je parle, je pense et je redis les mêmes choses qui ont déjà été dites. Donc Schwarzenegger, éventuellement, la débrouillardise, la Voilà. discipline, la vision, Ouais, le dépassement de soi le dépassement de soi. et le fait de ne pas s'enfermer dans une case. Voilà, ça, je reprends ça de lui et j'essaye de l'appliquer dans mon quotidien. Et le reste, ça restera Schwarzenegger. Voilà, mais je ne vais pas devenir bodybuilder, je ne vais pas faire de la politique. C'est plus dans les valeurs qu'il faut prendre les bons partis. Je suis complètement d'accord et c'est effectivement une très bonne façon de voir les choses. Tu penses quand même que une partie de la jeune génération prend Andrew Tate comme exemple ? J'avoue que... Il y en a beaucoup. Hein. Moi, je regarde un petit peu le marché parce que c'est mon métier. Bien sûr. Et je vois au niveau mondial qu'il y a un vrai effet Tyler Durden sur Andrew Tate actuellement. Après, il y en a d'autres. Bien sûr, il y a des influenceurs moins populaires que lui, mais qui restent tout aussi influents. Mais c'est vrai que lui, particulièrement, c'est toute une génération, tout le monde le connaît. Alors oui, tout le monde le connaît, ça c'est sûr. Moi-même, je le connais. Après, ça me viendrait jamais à l'esprit de le prendre comme exemple. Mais après, non, parce qu'on a ce recul. Et surtout, moi, j'ai son âge carrément, Andrew Tate. Donc, tu vois, c'est pas du tout les mêmes considérations. Je vais faire devenir Nassim. Ça me fait plaisir. Mais oui, donc ouais, une génération qui le prend complètement comme exemple. Parce qu'ils sont en recherche d'identité et ils se disent, ok, c'est un mec qui gère des filles, il a les Lamborghini, il a l'argent, il a la popularité, il a tout. De manière, bon après, ça reste les réseaux sociaux, ça reste une image. Et les gens, ils se disent, ok, je veux être lui. Et c'est ça où nous, c'est notre devoir, en tant que bons influenceurs, de faire de la prévention sur, attention, les réseaux sociaux, tout le monde le sait, ça reste qu'une façade, mais il faut faire quand même ce travail de rappel pour dire vivez dans la vraie vie, faites vos tests, essayez des choses, ça marche, ok, ça marche pas, ok, mais toujours en fonction de vous et pas en fonction d'un tel ou d'un tel. En tout cas, je trouve que c'est une approche qui est bienveillante de ne pas se présenter en gourou, de pas se... Ah non, mais de toute façon, ça marche même plus, je vais te dire... Tu crois ? Je pense qu'il y en a certains encore qui font vraiment leur business sur ça, hein, sur le fait d'être complètement gourou et Sûrement, ouais, très sûrement. Ouais. De créer presque une secte. Hein. Et on pourrait dire qu'Andrew Tate, c'est un peu ce qu'il a fait avec certains de ses business ou certains de ses trucs. Donc je pense que ça existe encore. Mais c'est bien d'avoir cette approche bienveillante, de se dire je ne suis pas un gourou et prenez ce que vous avez à prendre, je partage du contenu qui m'intéresse. Peut-être que ça résonnera, peut-être que ça ne résonnera pas. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Ouais, ça me rappelle Anthony Robbins, I'm not your guru. Ouais, voilà. Alors que quand tu regardes le documentaire, tu dis... c'est un peu. Un peu quoi. En disant la phrase, je me suis dit, mais attends, ça ressemble à un petit peu à ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, je t'avoue que c'est aussi l'approche que j'ai. Et tu vois, je suis toujours le plus content quand quelqu'un me dit Nassim, je suis tes vidéos et je suis tes conseils, mais parfois, je m'entraîne pas comme toi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'ils ont pris ce qu'il y avait à apprendre et ils ont adapté leur pratique à ce qui leur plaisait, à ce qui les faisait vibrer. Ouais, exactement. Puis, tes conseils, comme je t'ai dit, moi j'ai commencé dans le street workout. Tes conseils, c'était des conseils de musculation, mais dans les valeurs de discipline, de dépassement de soi, de tester et vous verrez. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié chez toi. Je les ai appliqués dans ma vie avec le street workout et j'ai eu des résultats. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, t'expérimentes et la phrase, vraiment, c'est fait et tu sauras. En tout cas, Cyril, je suis trop content que tu aies partagé un peu plaisir ton partagé, histoire Nassim. Et tout ce que tu avais pu faire jusqu'à maintenant. Merci pour l'invitation. C'est cool de se rencontrer. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler un petit peu en privé, tu vois. Ouais, j'en suis sûr. Parce que là, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc on aura la possibilité de parler un petit peu plus. Yes. Et du coup, on te retrouve sur YouTube, sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Mr. Dreamax. Mr. Dreamax, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je t'appelle Cyril, mais sur les réseaux, c'est Mr. Dreamax. Yes. On est là pour révolutionner la prochaine génération de dev perso. Oh, magnifique. Yeah. On ira checker ça. Encore merci Cyril. Gratitude. Et puis à bientôt pour une séance de... Ouais, vas-y, je suis chaud. Vas-y, biscuit. Ouais, je suis chaud. Super. Merci à tous. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Cyril. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Et si vous voulez continuer à apprendre des choses très intéressantes, j'ai fait un épisode avec Elodie, qui est sémiologue. Je vous le laisse juste ici. N'hésitez pas à le visionner également.